Bonjour téléauditeurs, merci de nous suivre sur Intégral Radio Vision. Toutes nos excuses pour ce léger retard qui ne dépend pas de notre volonté. Bienvenue au maternel. Nous recevons ce matin Jonathan Batengene, sociologue, je pense que je prononce bien, pour parler de la cellule familiale et des responsabilités partagées. Bonjour Jonathan. Bonjour Madame Lembe. Comment vous allez? Bonjour à tous les téléauditeurs qui nous regardent. Je vais très bien. Du moins, je recouvre d'une situation assez particulière et je dis merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, tous ceux qui ont apporté aussi à ma famille. Et le week-end, il s'annonce bien? Le week-end est plutôt calme, on l'heure à la récupération, donc on va maximiser dans le retour des énergies. D'accord. On espère également pour vous, mesdames et messieurs, que le week-end s'annonce bien, calme, mouvementé. Tout du moins, ce que vous saurez gérer une musique pour nous mettre bien et commencer la fin de la semaine en beauté. Merci à la technique pour cette belle mélodie qui a plu à notre invité. Il se sentait dans son élément, il se sentait à l'aise. Tout à fait. Tout de suite, dès les premières notes, il a reconnu le chanteur. Oui, Lucky Dubé, j'aime bien Lucky Dubé. Et puis, cette musique, il rappelle l'importance de l'éducation et il montre que dans les velléités hégémoniques, certains préfèrent bâtir les prisons plutôt que de bâtir des écoles. Oui. Ouais, c'est vrai. Nous parlons de la responsabilité parentale. Si elle est définie comme tout pouvoir, devoir, responsabilité que les règles de droit attribuent aux parents à l'égard de leurs enfants, alors la responsabilité parentale comprend nécessairement le pouvoir de prendre des décisions concernant l'enfant. Voilà. Quel est le rôle principal des parents? Parce que là, c'est trop études, livres, là, terre à terre. Quel est le rôle des parents? Vous savez, il faut toujours contextualiser ce rôle parce que la parenté est un phénomène universel, mais le rôle social du parent n'est pas universel. Oui. Dans certains contextes, il y a une privatisation, il y a une publicisation de la famille. Par exemple, dans les contextes occidentaux, quand vous regardez aux États-Unis, vous regardez en France, vous regardez du moins dans l'espace occidental, de plus en plus l'enfant est l'enfant de l'État. Oui. C'est quelque chose qu'on avait vu émerger déjà avec les nazis qui avaient voulu publiciser la famille. Donc, dans ces contextes-là, le rôle du parent est défini par le droit civil. Oui. Et il y a un ensemble d'actions qui lui sont opposables. Si bien que la responsabilité de l'enfant est davantage engagée, elle est davantage reconnue. On ne comprend pas, ou du moins là-bas, on a minimisé le sens de la socialisation primaire, notamment avec la famille. Dans notre contexte? Dans le contexte africain, c'est particulier. Camerounais également, c'est particulier. C'est-à-dire que, pourquoi il est particulier? Parce qu'on est traversé par deux dynamiques. La dynamique universelle, c'est-à-dire ce contexte occidental particulier de publicisation de la famille, de la vie familiale, et également le contexte traditionnel africain, c'est-à-dire issu de nos coutumes et nos us, où le parent dans la famille nucléaire est défini socialement et culturellement. Alors, qui est le parent? Le parent, ce n'est pas le père et la mère seulement. Oui. Le parent, c'est l'ensemble des adultes qui appartiennent au même groupe social et qui jouent une figure d'autorité sur l'enfant. Oui. On a vu par exemple que cette notion de parent a été admise pendant longtemps au point où quand vous étiez têtu à l'école, le papa vous amenait chez le maître et il disait au maître, vraiment, celui-ci c'est un cas, il faut... Je te donne la carte libre, voilà. C'est la continuité de la responsabilité parentale. Et ça participe de notre conception anthropologique de ce que c'est qu'être parent. Donc la parenté ne naît pas, la parentalité, ou du moins les responsabilités parentales, le rôle parental, n'est pas seulement engagé lorsqu'on est géniteur. Restons dans le cadre pour l'instant du contexte. Est-ce qu'on peut gérer les deux contextes, c'est-à-dire traditionnel africain et occidental? Est-ce qu'on arrive vraiment à le faire? La crise des sociétés actuelles, malheureusement, c'est dû au fait qu'on veut rester au carrefour, un peu comme le disait le philosophe Ebenezer Ndjomwele, au carrefour de l'embarras
Et ce carrefour ne permet pas à l'homme de définir véritablement ce qu'est sa liberté, de se définir librement. Donc, c'est un peu, c'est très délicat que d'évoluer dans cet environnement-là. Ce qui sied, ce serait qu'on fasse un choix civilisationnel. Je pèse le mot parce que la question civilisationnelle est au cœur de la problématique de la famille et justement du rôle parental. Les sociétés africaines doivent faire un choix civilisationnel et défendre leur civilisation multimillénaire. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes parce que l'enfant va forcément aller vers l'autre contexte? On a constaté, par exemple, avec la mondialisation, que la question de la rencontre de l'autre n'exclut pas les phénomènes, les rencontres d'identités diverses et n'exclut pas la construction de nouvelles identités. Je prends un cas. Lorsque vous avez, par exemple, les Camerounais qui sont en France, vous avez des Camerounais qui sont regroupés autour de la communauté Bamileke, la communauté Banganté de France, la communauté Sawa de France, la communauté... Ces regroupements, à quoi est-ce que ça renvoie? Ça renvoie à une personnalité culturelle. Et cette personnalité culturelle, il y a un ensemble de sous-jacents. Ces sous-bassements culturels vont jusqu'à la manière d'organiser la famille. Par exemple, ceux qui sont dans les regroupements peut-être des Banganté, ils vont avoir leur perception, leur organisation sociale. Ils vont essayer de ramener les enfants, de reconnecter les enfants à la culture. Donc, vous voyez que la rencontre de l'autre, même si elle est romancée par un certain nombre d'auteurs, notamment Achille Mbembe, qui veut voir, par exemple, dans la post-colonie, la construction des identités métropolitaines, avec ce qu'il appelle l'afropolitanisme, une sorte de métropolitanisme africain. Donc, cette rencontre n'est pas aussi romantique que ça. C'est une rencontre où il y a des conservatismes qui se développent. Quand vous voyez la montée des figures comme Zemmour en France, comme Marine Le Pen, les succès de ces personnes, c'est dû au fait qu'il y a des replis conservateurs qui veulent revenir à un ensemble de valeurs de base de certaines sociétés. Et également, on rencontre des résistances de la part de ceux qui arrivent parce qu'ils veulent s'organiser en communauté. Donc, la contextualisation est très importante et ce choix civilisationnel est très important parce qu'il nous permet, nous, de véritablement asseoir la famille sur un socle de valeurs que nous sommes capables de défendre et d'exporter à l'international. La mondialisation n'est pas simplement un phénomène de brassage, c'est aussi un phénomène de rencontre, de choc. Revenons dans la tradition, la société traditionnelle camerounaise. Qui est le chef de famille? Le chef de famille, la responsabilité éminente de chef de famille est reconnue à l'homme. Est-ce que cela lui confère un pouvoir particulier, un accent sur l'enfant qui va naître ou les enfants qu'il aura avec son épouse? Ce n'est pas un pouvoir despotique. Ça, il faut déjà le dire. La responsabilité de chef de famille n'est pas un pouvoir despotique. En Afrique, la responsabilité de chef de famille reconnue à l'homme a toujours été encadrée. D'accord. C'est pourquoi il y a, quand on parlait du parent, des rôles de parents qui ne se limitent pas au père et à la mère, c'est parce que il y a un processus social de régulation de la famille. Déjà, il faut comprendre que quand un homme, normalement en Afrique, il rentre, il va faire un enfant avec une femme, il est dans le contexte d'un mariage. C'est pourquoi on parlait des rôles civilisationnels, des enjeux civilisationnels. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, la montée des familles monoparentales, c'est un gros problème. Mais ça, c'est des problèmes qui sont nés de la mondialisation. Donc, si on reste dans la défense du socle civilisationnel africain, on a donc des familles qui sont dans le mariage. C'est très important. C'est pourquoi, dès le départ, j'ai voulu qu'on ait cette démarcation du point de vue civilisationnel. Alors, là, vous avez une famille qui est fondée dans le mariage. Et la famille qui est fondée dans le mariage, il y a des codes de conduite. Dans les familles matriarcales, l'enfant à un certain âge sera pris par ses oncles pour être élevé, ses oncles maternels pour être élevés par eux. On va lui apprendre un ensemble de valeurs et on va lui montrer comment devenir un chef de famille responsable. Le chef de famille responsable, bien sûr, ce sera de s'occuper d'un ensemble d'activités.
le chef de famille coordonne l'activité, il coordonne simplement la mise en œuvre de ces activités ou la mise en œuvre la mise en rôle de chaque acteur dans sa famille, sans pour autant se comporter comme un despote. Il est aussi le protecteur premier de sa femme, de son épouse et de ses enfants. C'est-à-dire que lorsque la menace physique se pose, c'est lui qui est le premier protecteur. Il est l'un des pourvoyeurs économiques importants du foyer. Il a des tâches qui lui sont dévolues. Par exemple, la construction de la case familiale. Dans certaines cultures africaines, bien sûr qu'il y a aussi certaines cultures où c'est les femmes qui construisent la case familiale. Donc là, de manière un peu prédominante, on a observé que c'était l'homme qui avait cette charge. Il a la charge d'éduquer ses fils. C'est-à-dire... Ses fils, c'est voulu. Quand vous dites ses fils, c'est parce que c'est le garçon. C'est parce que, bon, vous avez juste dit ses fils en général. Oui, ces garçons, y compris les neveux qui pourraient arriver. Donc, il a la responsabilité de les éduquer en concours et bien sûr avec l'ensemble du groupe social. C'est-à-dire dans là où il y a le matriarcat, avec ses oncles maternels, ils vont apporter à l'enfant un ensemble d'éléments de sa socialisation. Donc, il a cette responsabilité. Il doit aussi s'assurer que le pouvoir de sa femme est respecté par les enfants et que le pouvoir de sa femme concernant la gestion des affaires économiques du ménage soit également Justement, j'arrivais consacré. Au sujet de la femme qui est considérée la mère, qui est considérée comme le parent et en plus d'influence sur l'enfant. Est-ce à tort ou à raison? C'est à raison. La mère en Afrique, déjà en Afrique, on a conçu la famille et d'ailleurs c'est pourquoi il y a des thèses qui disent que les véritables juifs seraient les bantous et que ceux qui se prévalent aujourd'hui d'être les juifs auraient calqué simplement sur le modèle, après des métissages, auraient calqué sur le modèle bantou d'organisation sociale. On nous dit dans les cultures bantous que le véritable être qui connaît le père de l'enfant et qui connaît donc le géniteur de l'enfant, c'est la mère. La mère, oui. Et davantage, les familles maternelles sont plus proches des enfants que les familles paternelles. Pourquoi? Parce qu'il y a ce réflexe anthropologique suivant lequel on est sûr de l'enfant de sa sœur parce qu'on sait que c'est elle qui l'a au moins porté pendant 9 mois. Mais l'enfant de son frère, parfois même la femme pour gêner, elle peut lancer des pics en disant tu es sûr que c'est ton enfant. Donc oui, parce que il y a des débats comme ça même sur les réseaux sociaux où il y a des commentaires quand on parle de la famille du père, il y a des réactions qui montrent que vraiment elle n'a pratiquement pas été présente dans la vie de l'enfant. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est parce qu'il y a ces réflexes là. Il y a une grosse incertitude vis-à-vis de la famille du père, mais il y a une grosse certitude toujours vis-à-vis de la famille de la mère. Donc cette gestion-là, la maman est proche des enfants déjà par ce lien naturel. Ce lien naturel, c'est que c'est elle qui enfante l'enfant. Mais ensuite, à cause de cette valeur culturelle, c'est qu'on est sûr de cet enfant-là. Et généralement, les mamans se projettent dans les enfants beaucoup plus que les pères. C'est-à-dire que elle voit dans son enfant la continuité d'elle-même, ou bien la continuité de son œuvre. Et donc, les mamans en Afrique, on leur laisse donc d'assurer toute de s'épanouir. Okay. On peut dire la continuité de ce qu'elle a eu à faire ou la réussite de ce qu'elle n'a pas pu faire. Justement. Et les sociétés africaines laissaient aux mamans de s'épanouir dans leurs enfants. Ça, c'était un rôle, dans toutes les cultures africaines, vous allez voir que c'est un rôle qui est reconnu à la femme. C'est-à-dire, on lui laisse s'épanouir dans l'éducation de l'enfant. Elle s'épanouit. Ce n'est pas comme dans ce manichéisme féministe, on présente la femme comme étant reléguée à des tâches domestiques. Dans ce cas, comme vous dites, l'éducation de l'enfant, elle lui ressort de la maman. Une bonne partie. Mais ceci va être pris en charge totalement quand il s'agit d'une femme, d'une fille. D'accord. C'est-à-dire que là, la maman va prendre totalement en charge l'éducation de la fille jusqu'à l'éducation à la vie affective future. Ça, c'est ce qui devrait, ou alors c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé jusqu'à une certaine époque. Oui, mais heureusement, vous avez mis l'accent dessus parce que ce soit un garçon, que ce soit une fille, lorsqu'il y a quelque chose qui va mal, on dit toujours à la mère, c'est ton enfant. C'est toi qui l'as élevé.
Oh, oui. Ce soit un garçon ou une fille. Bon, dans les situations d'échec, oui. malheureusement, il y a les pères qui, vous savez, dans l'échec, on cherche le responsable. Et malheureusement, les pères avancent ce genre. Mais non, l'échec est toujours l'échec, non pas seulement du père et de la mère, mais quand on dit des parents, vous voyez un peu toute la sphère qui a tourné autour. Ça peut être parfois le père qui s'est montré très protecteur vis-à-vis des autres parents qui auraient pu contribuer à la réussite de cette éducation. Ça peut être la mère qui s'est montrée très conservatrice vis-à-vis. C'est pourquoi je parlais du choix civilisationnel. Si vous faites de bons choix civilisationnels en Afrique, vous savez que votre enfant n'est pas votre enfant à vous seul. Oui. C'est l'enfant de tous ceux de votre génération. C'est-à-dire, et plus. C'est-à-dire que votre enfant est l'enfant de votre voisin qui appartient à votre génération. C'est l'enfant de votre frère qui est également son parent. C'est l'enfant de l'enseignant qui est à l'école. Et cela engage quand même une dose d'amour de la part de chacun de ces acteurs. Parce que malheureusement, c'est pas tous les parents qui impriment cet amour sur l'enfant. Il y en a qui éduquent avec un ressenti. Ça, c'est ce qui est à craindre. Et d'ailleurs, ça rejaillit dans les formes d'éducation très, très violentes que parfois certains veulent apporter à l'enfant. Mais de manière claire, tous les parents de la même fratrie, tous les individus de la même génération sont donc les parents de l'enfant. Et donc l'échec, c'est l'échec généralement d'une génération d'éducateurs. Et qu'est-ce qui peut justifier le fait que l'éducation soit très violente chez telle famille contrairement à une autre? Les cultures. Vous savez, nous ne venons pas tous, nous sommes africains, mais en Afrique, il y a des micro-cultures qui ont leurs particularités. Si vous regardez, il y a des familles qui étaient, il y a des peuples qui avaient, non, des familles qui sont héritières de castes de guerriers. D'accord. Dans une caste de guerriers, on n'éduque pas de la même manière qu'on éduque dans une caste de paysans, dans une caste de forgerons, dans une caste... Cette organisation sociale, malheureusement, aujourd'hui, elle a été perdue dans la transmission des savoirs, si bien que on se confond. Oui, on ne se retrouve pas. On dit, bon, par exemple, vous avez, je suis Douala, oui, vous êtes Douala, et votre famille, votre ancêtre, qui était-il dans le grand groupe? Qui était-il? C'est très important. Vous allez donc voir que certains modèles d'éducation qui sont partis de l'ancêtre ont été perpétués. On va vous dire, mon père était dur, mon père était quelqu'un qui ne riait pas. D'accord. Oui, mais est-ce qu'il était un guerrier dans la société? S'il était un guerrier, ça s'explique. Votre éducation ne correspond donc pas à celle, par exemple, de votre mari. Oui. Qui lui, peut-être, son père, c'était un paysan. Et peut-être le paysan, et peut-être c'était un berger. Et le berger, vous savez, et quand il réunit ses enfants, lui, il a du bonheur à les voir. Oui. Il n'est pas strict parce que dans la nature, tout leur est offert. Et parfois, même l'enfant ramasse quelque chose d'utile qu'il ramène. Donc, le père apprend à compter sur la responsabilité de ses enfants très tôt. C'est différent de l'éducation des guerriers. Donc, il y a ce brassage qui s'est fait au gré de la colonisation, qui a été un brassage très peu contrôlé. Il n'y a pas eu un travail de réflexion assez poussé à cette époque, certainement parce que la violence de la colonisation était telle qu'on n'avait pas le temps de se ressaisir et de réfléchir sur la réorganisation des sociétés. Vous savez qu'avant, on se mariait par caste. Oui. On se mariait par caste, c'était très fermé. Donc, dans le brassage, on a déconstruit on a mixé certains modèles d'éducation. Et parfois, donc, vous avez des gens qui avaient une culture guerrière, qui sont restés avec cette culture guerrière, dont les traces de cette culture guerrière sont encore présentes dans la famille, avec une éducation très dure, rugueuse et rudoyante, qui peut parfois friser ce que vous avez appelé la violence. Pensez-vous que revenir à cette culture, à nos origines, peut améliorer l'éducation aujourd'hui? Oui. Surtout pour les jeunes? Ça peut beaucoup. Vous savez, la société actuelle, je suis en train de travailler sur un ouvrage, c'est le projet actuel qui me passionne.
l'impensé de l'État postcolonial. Et je reviens un peu sur les crises des sociétés contemporaines. Quand vous regardez l'une des crises majeures de la société contemporaine, c'est les crises de moralité. Oui. Vous voyez la légèreté avec laquelle les artistes s'expriment. Vous voyez comment l'argent roi achète n'importe qui et pour n'importe quoi. On peut demander à une fille de danser dans un clip toute nue, simplement pour de l'argent. On demande à des gens, on demande à des gens de réaliser des films pornographiques. Et ces films ont une économie qui est florissante. Oui. On voit des mouvements d'homosexuels qui corrompent des députés pour adopter des lois qui leur sont favorables, alors qu'ils savent que cette pratique n'est pas acceptée par la majorité de la population. Donc, vous voyez un peu. Oui. C'est très important de revenir à notre socle civilisationnel. Parce que notre socle civilisationnel a des barrières contre toutes ces formes de dégénérescence sociale. Toutes ces formes de dégénérescence sociale. C'est notre socle civilisationnel qui peut nous aider à sortir de ce que quelqu'un que je n'aime plus trop, mais qui a dit les choses comme elles sont, Achille Mbembe, la grande nuit, qui nous peut nous permettre de sortir de la grande nuit. Et cette grande nuit, malheureusement, qui est en grande partie couverte par le manteau occidental, est mirobolante, parce qu'on voit scintiller comme des réverbères dans le noir les lucioles de sa prospérité. C'est tout le monde qui présente. D'ailleurs, en entrée ici, on parlait de cette pseudo-prospérité de l'Occident et beaucoup voient ça comme étant waouh, une réussite. Mais une réussite, si elle est matérielle, combien de sacrifices sur le plan humain et social, carrément des risques de non-société, de désocialisation, des risques aussi de déshumanisation et surtout de dépopulation. Parce que quand vous adoptez pratique homosexualité, ce qui est menacé, c'est carrément la croissance démographique. Et il y a un pays qui est le bel exemple de tout ça, paradis des homosexuels, le Canada. Et vous connaissez quelle est la demande en population du Canada aujourd'hui. Donc, une conséquence logique, vous limitez la population, la procréation de nouvelles populations par l'homosexualité, vous demandez à ceux qui en font de venir vous soutenir sur le plan de la démographie. Et dans ce cercle familial, dans cette cellule, il y a un élément qu'on n'a pas beaucoup mentionné. On a parlé du père, on a parlé de la mère, mais on n'a pas parlé des enfants. On n'a pas parlé de l'enfant qui est, ou alors qui subit plus, je crois, que ce soit des conflits, que ce soit l'éducation, que ce soit, bref, tout. L'enfant est celui qui subit et qui, d'une certaine manière, essaye de grandir avec tant bien que mal. Alors, on va revenir tout à l'heure après cette pause publicitaire pour en parler. Super. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala.
bonjour, là nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire un complet ou bien. Avant la pause publicitaire, on parlait de l'enfant et comment il doit évoluer entre tout ceci. Comment connaître le chemin qui doit être le sien, se démarquer ou alors faire mieux. Puisque du côté de la maman, il faut que l'enfant soit une continuité ou une réussite. Du côté du papa, il y a ces barrières qu'on peut mettre, c'est-à-dire cette ligne à tenir, cette conduite à tenir. Comment l'enfant peut évoluer dans ce genre de milieu? Bon, c'est les parents qui définissent les cas dans lesquels l'enfant évolue. Mais on dit souvent qu'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur. Oui, mais si on fait le choix civilisationnel, ne croyez pas à tout ce qu'on fait là, comme étude sur la psychologie de l'enfant. Beaucoup de pédopsychologues aujourd'hui sont un peu comme dans le Big Pharma. C'est-à-dire ils ont été inféodés par une certaine pensée ultralibérale qui consacre l'enfant roi, avec des théories un peu gauches, à mon avis. Ça, c'est trop prétentieux. Ces théories vous présentent l'enfant comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut pour lui-même, un enfant qui serait capable de décider. Et ça vous construit une société un peu comme la société à la dérive de l'Occident. Parce que la société occidentale est à la dérive. Elle est à la dérive. Quand vous regardez le président américain lui-même, vous avez vu les vidéos qui sortent de l'ordinateur de son fils, Hunter Biden, qui lui-même pédophile, son père pédophile. C'est pas agréable. C'est ça, la société de l'enfant roi. Ça produit des individus qui n'ont aucune barrière sociale. Donc, quand on a fait le choix civilisationnel des valeurs africaines, l'enfant, je regrette, l'enfant a une faible capacité de décision. Ceux qui décident à sa place jusqu'à un certain âge, parce que progressivement, on va lui... Justement, j'y pensais jusqu'à un certain âge. Voilà. À quel âge? Progressivement, en Afrique, à partir de 13 ans, 14 ans, un enfant qui a été bien socialisé peut déjà commencer à produire pour ses parents un raisonnement qui leur permet de juger de sa maturité. C'est à 13-14 ans que vous comprenez que vous avez réussi dans l'éducation de votre enfant. Parce qu'il produit des raisonnements originaux, des raisonnements cohérents qui vous font comprendre que le travail que vous avez abattu depuis la naissance a effectivement marché. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez que quand vous vous asseyez, vous appuyez sur le socle civilisationnel africain, vous regardez que l'enfant est pris en charge dès la naissance. Il y a des rituels qu'on va passer. On vous dit par exemple, il faut lui tirer le dos, il faut lui tirer le dos. On prend l'enfant, on le met, on fait une sorte d'étirement. On vous dit non, l'enfant, il faut lui enlever la glaie dans la bouche. On va prendre, je crois, des petits piments. On va lui faire des sortes de toilettes avec. On commence par là à le construit culturellement. L'enfant va grandir naturellement, mais il y aura un construit culturel. On vous dit non, à partir de 8 mois, donnez-lui ceci comme nourriture. Ne lui donnez plus le lait seulement, donnez associé à cela, ceci. Culturellement, si vous allez dans toutes nos cultures, vous allez voir que de manière culturelle, comme ça que ça commence. Et puis après, on commence à parler à l'enfant, on lui parle de temps en temps un mot en langue maternelle. On essaie de lui inculquer au fur et à mesure l'envie de parler sa langue maternelle. Et puis, c'est généralement là où la société occidentale a détruit les sociétés africaines, c'est que à l'âge de 2 ans, en Afrique, on commence véritablement à donner à l'enfant les rouages de la vie sociale. C'est-à-dire qu'on devient un peu plus dur dans l'éducation. Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure de la langue maternelle. À 8 mois, on commence à donner, mais on réalise que c'est quelque chose qu'on perd de plus en plus de nos jours.
Justement, sont nombreux ceux qui ne parlent pas la langue maternelle. C'est ce que je disais, que si vous restez dans le socle civilisationnel emprunté, eh bien, effectivement, vous tombez dans cette déperdition. Oui, mais parfois, le mélange de cultures, comme vous avez souligné un peu plus tôt, quand on est ouvert, avant c'était fermé, on est ouvert à avoir une compagne ou une épouse qui vient d'ailleurs, pas forcément de l'Occident, mais qui vient d'une communauté voisine. C'est pas toujours évident de pouvoir intégrer nos langues maternelles entre le père et la mère. Oui, une génération ou deux ont malheureusement perdu les rouages d'intégration dans les mariages mixtes. Oui. Normalement, dans les mariages mixtes, vous envoyez votre femme. Vous savez, quand vous voulez prendre femme, votre femme doit aller chez votre mère. Elle va rester avec votre mère. Apprendre la langue, apprendre la culture, apprendre tout ce qui concerne sa nouvelle famille. C'était ça le sens de cette pratique. Donc, c'est une pratique qui a malheureusement disparu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les rapports qui ont été encensés, déifiés ou bien même sacralisés, c'est les rapports conflictuels entre la belle-mère et sa belle-fille. Et d'ailleurs, il y a le cinéma africain fait carrément l'éloge de ce genre de rapport. Plus les rapports sont conflictuels, plus le cinéma est intéressant. C'est un peu ahurissant. C'est une manière de déconstruire nos propres valeurs. Parce que en fait, la belle-mère joue un rôle d'intégration. D'ailleurs, vous voyez que la femme a toujours un rôle important. C'est elle qui intègre la femme de son enfant. C'est elle qui apporte à la femme de son enfant les moyens de pouvoir accompagner ce dernier dans ses tâches de chef de famille. Donc, avec la perte de ce cadre-là, ça devient très difficile. Mais s'il faut rentrer, puisque nous avons fait le choix dès le départ de nous appuyer sur les socles civilisationnels, à partir de 2 ans, en dehors de la langue qui est enseignée, parce que là, nous sommes en train de faire un travail qui est à la fois un effort d'analyse, mais nous ne nous limitons pas à l'analyse. Nous essayons de rentrer dans des perspectives prescriptives, dans le cadre de corriger ce qui est fait de manière tout à fait négative actuellement. Donc, à partir de 2 ans, les parents doivent devenir très rigoureux avec l'enfant. Parce que le comportement de l'enfant va se sédimenter jusqu'à 7 ans. Oui. Donc, de 0 à 7 ans, son comportement se sédimente. Et à partir de 2 ans, il y a une particularité, c'est que l'enfant, davantage maintenant, il entre dans la possession de ses moyens sociaux. Par exemple, le langage, il commence à posséder le langage. Il a la capacité de locomotion qui s'est développée. Et il a une envie de tout satisfaire. Oui. Cette envie est énorme. Il veut toucher à votre téléphone, il veut toucher... Il devient carrément un explorateur. Voilà, il devient un explorateur. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'interviennent maintenant les éléments de construction et de structuration de la personnalité. Et cette personnalité se structure à partir des interdits, mais aussi à partir des gratifications. Malheureusement, nous-mêmes, nous sommes dans un conflit de personnalité, de civilisation. À un moment donné, l'enfant est livré à ce qu'il peut trouver, d'où l'influence des réseaux sociaux sur les enfants. Malheureusement, je vois de plus en plus des amis qui, je ne sais pas si c'est un phénomène de mode, ont des téléphones intelligents, ils prennent des dessins animés, ils mettent devant l'enfant. Et l'enfant passe son temps à regarder les dessins animés. Ils disent que ça éveille la conscience de l'enfant. Peut-être, je ne sais pas. On verra bien les résultats d'ici 10 ans. J'ai suivi des commentaires toujours sur les réseaux sociaux, des gens qui décriaient la censure de certaines chaînes dans les bouquets. Tout certains, à fait. Oui. Et ils nous disaient, mais non, vous ne voulez pas qu'on regarde ce genre de choses, mais nous-mêmes, on n'a pas ce qu'on peut présenter à nos enfants. On n'a rien fait qui nous ressemble. On ne peut pas. On ne peut pas. Déjà, moi, je suis contre cette paresse sociale où certains parents veulent se réfugier en disant, nous n'allons pas nous occuper de l'éducation de nos enfants, nous allons nous faire aider par les nouvelles technologies, les téléphones. La meilleure éducation, je tiens à prendre un exemple qui est encore actif. En Inde, à l'heure où nous parlons, en Inde, dans un État de l'Inde, ils ont interdit l'usage du téléphone à partir de 19h. D'accord.
le téléphone est utilisé là-bas de 8 heures, de 6 heures à 19 heures. Vous savez ce que ça a eu comme impact dans cette ville? Dites-nous. Dans cet état, on a observé une amélioration des résultats scolaires depuis 2 ans que cette pratique a été mise en place. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants étaient se consacraient davantage aux études. Oui. Et pendant les périodes, puisqu'ils sont à l'école carrément toute la journée, quand ils rentrent, ils se reposent ou bien ils aident les parents. Et puis à 19 heures, où ils auraient dû se retrouver devant l'écran ou bien devant les smartphones. C'est une mesure gouvernementale. Hein? Si vous avez vous aurez une sanction, une amende. Ah oui. Donc, les enfants se consacrent, se familiarisent davantage avec leur cahier. Or, quelle est la force, je dirais, de notre génération, qui est, pour ma part, peut-être l'avant-dernière ou la dernière génération qui a fait du livre un ami? Parce que les nouvelles générations ne font pas du livre un ami. Et ça, c'est dangereux. Oui, il n'y a pas de lecture. Voilà. Quand vous socialisez l'enfant à des grimaces de quelques... ce que vous lui donnez, ce qu'il perçoit dans son subconscient, c'est que la vie, c'est le plaisir. C'est le plaisir parce que vous développez simplement le sentiment d'appétence chez sa part. D'accord. De sa part. Mais ce dernier, vous êtes en train de lui mentir. La vie n'est pas qu'appétence. Bon, il y a certains parents qui vont intégrer cela avec. Mais regardez très vite un peu le comportement de ces enfants. Ils sont arrogants pour la plupart. Arrogants quand ils sortent de la phase simplement de la prime enfance et qu'ils entrent déjà dans la phase d'expression. Ils deviennent arrogants. Mais pourquoi ils sont arrogants? C'est les parents avec les téléphones qui les familiarisent à cela. Parce que dès qu'ils veulent les dessins animés, on les lui donne. On les lui donne. Non. L'éducation, c'est aussi la privation. C'est la limitation. C'est la construction d'un individu qui comprend quelles sont les limites à ne pas franchir. Qui sait que dans la vie sociale, il y a des barrières. Et la meilleure éducation, c'est le dialogue, l'échange. Il est bien de parler à l'enfant, de lui expliquer pourquoi il ne fera pas telle chose, pourquoi il n'a pas ça. Pourquoi? Rien ne peut se substituer à l'homme dans l'éducation. Rien ne peut se substituer. Donc, les parents qui veulent utiliser des raccourcis, ces raccourcis vont les rattraper bientôt. Ben oui, on a l'habitude d'entendre les parents dire aux enfants, à l'époque, nous, on ne faisait pas ça, mon papa ne permettait pas ceci, vous, on vous permet cela. Qu'est-ce qui les empêche de faire comme à l'époque, par exemple? Il y a des parents qui, malheureusement, vous avez parlé de corriger, les femmes qui veulent corriger. Il y a des parents qui vivent leur drame familial et qui ont été traumatisés par leur drame familial, qui n'en sont jamais véritablement sortis et qui ont peur de faire basculer leur maison dans le même drame familial. Donc, c'est des crises peut-être mal gérées, peut-être non gérées, qui entraînent ce genre de comportement. Ce qui en découle, c'est un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi. C'est que finalement, le parent qui s'en est tiré bien ou mal, tant bien que mal, il se dit, j'ai eu la chance de m'en sortir. Là, il ne faudrait pas que ça rebascule. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un travail sur soi. Il n'a pas des moments, et ça trahit aussi le fait qu'il n'a pas des moments de solitude. C'est la société actuelle, c'est le bruit, l'hyper-socialisation avec n'importe qui et n'importe quoi. Il y a des gens qui ont fait du vendredi, quand on va aller du rituel, du vendredi, du week-end, il y a des gens qui ont fait du vendredi la période d'ultra-socialisation au milieu de le relâchement total. Voilà. Donc, quelqu'un qui a réussi à fonder une famille, mais qui vit sa vie comme un hasard, comprenez que il n'y a pas un moment où il a réfléchi sur ce qui l'a amené au succès, ou du moins à ce qui semble être un succès.
Et donc, il ne peut pas proposer un modèle parce qu'il ne connaît même pas quel modèle il a produit. D'accord. Donc, c'est malheureusement aussi le piège des sociétés du loisir. Je dirais encore un autre piège de l'Occident. Les sociétés du loisir. Quand on est ultra accroché au loisir, on n'a pas un temps pour soi et donc on ne peut pas comprendre ce que l'on est vraiment. Alors que les moments de solitude et les moments de calme sont des moments, parfois des opportunités qui nous permettent de comprendre ce que nous construisons et de savoir quelle trajectoire nous dessinons dans la courbe de la vie. À l'entame de cette émission, vous avez mentionné la famille monoparentale qu'on rencontre, tout du moins, une situation qui est de plus en plus récurrente dans notre société. Comment s'en sortir avec un enfant à éduquer? Le modèle de société des familles monoparentales qui est très répandu aujourd'hui en Afrique a été un peu atténué par le fait que les dites familles monoparentales s'incrustaient dans des familles biparentales. D'accord. C'est-à-dire que vous avez la fille qui fait un enfant, mais elle est chez son père et sa mère. Et donc, l'enfant est finalement éduqué par trois tuteurs, trois tuteurs qui ont carrément le rang de géniteurs. D'accord. C'est différent. C'est différent de ce que vous avez en Occident. Donc, nos familles monoparentales ne sont pas véritablement monoparentales. Il y a toujours cette présence familiale. Mais il arrive des cas où c'est des véritables familles monoparentales. Par exemple, des cadres d'entreprise, des cadres surtout bien des orphelins qui finissent par être dans des familles monoparentales, des responsables dans des familles monoparentales. Là, c'est des modèles où on se réinvente perpétuellement. La famille monoparentale a ceci de particulier que c'est un peu comme quelqu'un qui saute avec un gilet parachutiste, qui saute d'un avion et qui doit, à la bonne altitude, ouvrir son parachute. Donc, quelqu'un qui est dans une perspective monoparentale, par exemple, pour les cadres d'entreprise, vous allez voir qu'elle va maximiser sur un ensemble de ce qu'elle appelle les moyens de socialisation, les loisirs contrôlés. Elle va inscrire l'enfant dans des clubs de loisirs, donc elle fait tout pour avoir, et sachant qu'il n'y a parfois pas une autorité d'homme, parfois ce genre de femme, elle va avoir des fréquentations avec des hommes qu'elle ramène simplement pour apporter l'autorité. Pour certaines, elles ne veulent même pas cette autorité, elles veulent juste que l'enfant se développe de manière normale. Donc, vous parlez de cela, mais vous parlez plus elle. Il y a des personnes, tout le moins des familles monoparentales où c'est l'homme qui s'occupe des enfants, peut-être parce que la dame est partie trop tôt, son épouse, ou pour d'autres raisons, je ne sais pas. Dans ce cas, est-ce que le cheminement est le même? Chez les hommes, c'est un parcours c'est plus difficile quand c'est les hommes. Pourquoi? Parce que ça dépend lui-même de son éducation. S'il n'a pas été préparé à jouer le rôle de la mère, généralement, vous savez, les hommes, ils font très vite de combler ce vide. Très vite. C'est-à-dire, ils cherchent une épouse. Pour ceux qui ne peuvent pas, à cause de l'affection trop grande qu'il porte à son conjoint, il va retransposer cette affection dans les enfants. Et ça produit deux modèles. Ça produit généralement deux résultats chez les enfants. Soit vous avez des enfants qui sont très attachants vis-à-vis du père et qui sont tellement fiers de leur père que le portant en héros veulent à tout prix lui faire plaisir dans la vie. Donc ça donne avec alors là beaucoup d'engouement dans des activités et même réussissent parfois très brillamment. Soit vous avez le deuxième, c'est-à-dire des enfants qui sont engagés dans un saprophytisme, c'est-à-dire qu'un peu ces comportements de parasitisme vis-à-vis du père. Le père, c'est un apporteur financier, le père, c'est. Et puis, en retour, lui aussi développe parfois aussi du parasitisme vis-à-vis de ses enfants. D'accord. C'est-à-dire que les enfants, à la fin, le père dit, moi aussi, je suis fatigué, maintenant, c'est à votre tour. À vous de gérer. Donc. Dépend d'eux. Et malheureusement, quand il a des enfants qui sont des filles, ça produit des modèles tout à fait effarants. D'accord. Parfois, c'est des filles qui sont engagées dans la vie pour des questions matérielles à un niveau exceptionnel.
Donc, parfois, c'est ça que ça produit. Mais le modèle le plus visible de la famille monoparentale, c'est généralement celui de la mère. De la mère, oui. Et des enfants. Du fait que beaucoup de jeunes, dans leur sexualité libérale, n'assument pas leur parenté. N'assument pas leur parenté. Beaucoup de jeunes garçons. On va clôturer avec le rôle des grands-parents dans l'éducation des enfants. Vous avez mentionné ça un peu plus tôt. Disons que voilà, quand l'enfant naît dans notre société traditionnelle africaine, l'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Tout à fait. Les grands-parents, c'est généralement... pour les familles monoparentales, c'est le backup, c'est-à-dire c'est finalement cette sécurité qui vient aider à la croissance des enfants dans un cadre dit normal. C'est pour les femmes, les femmes surtout, qui sont dans les situations de monoparentalité. Ça leur permet de facilement combler l'absence de l'homme, vu que le grand-père joue finalement le rôle du père et le rôle du grand-père en même temps. Et l'enfant qui grandit là comprend qu'il a des grands-parents sur qui s'appuyer. Pour les familles biparentales, le grand-père, c'est généralement une figure exotique, c'est souvent une figure de prestige aussi. Donc, les enfants, quand ils s'en remettent à leur grand-père, c'est un peu comme... la fierté de la famille. Regarde d'où est-ce que leur papa est parti, d'où est-ce que leur maman est partie. Et le rôle de ceux-là, c'est généralement au niveau culturel. Culturel. C'est une meilleure intégration culturelle. On apprend aux enfants ce que c'est que notre culture, d'où on vient, notre histoire. On rentre dans les méandres de la vie socioculturelle de la famille. Et les grands-parents deviennent là une sorte de gardiens de la tradition qui accompagnent les enfants, les petits-enfants dans leur croissance culturelle. Et peut-être aussi la voie de la sagesse. Effectivement. Et puis maintenant, les grands-parents aussi, vous avez dit la voie de la sagesse, parce que les grands-parents ont vu leurs enfants devenir parents, savent quelles ont été les erreurs de leurs enfants. Et quand ils regardent leurs petits-enfants, parfois quand les petits-enfants prennent des chemins qui leur semblent tortueux, ils prennent le temps d'expliquer aux petits-enfants ce qui se dessine à l'horizon. Et généralement, le petit enfant écoute un peu plus ses grands-parents que ses parents. Parce qu'il sait que là-bas, il y a une expérience en plus que cela dégage. Il arrive très rarement que les petits-enfants se rebellent contre les grands-parents. Ceux qui le font, c'est ceux qui ont reçu parfois une très mauvaise éducation déjà parentale et donc qui simplement perpétuent cela en venant bousculer les codes les plus usuels dans notre société. On a appris pas mal de choses avec vous. Merci beaucoup. Un dernier mot comme ça pour parler de la société camerounaise en général. Qu'est-ce que vous aurez à dire? La société camerounaise en général, actuellement, elle est traversée par des grandes tensions. Vous savez, le matérialisme triomphant de la société occidentale est très mirobolant. C'est très mirobolant. Parfois, on regarde cette société avec envie, avec admiration. Mais quand on fait une analyse profonde de ce qu'est la société occidentale, pour ceux qui ont un peu de recul, moi, je ne peux pas me targuer d'être une référence en la matière, mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde la société occidentale, on voit qu'elle se meurt. C'est une société qui se meurt. Déjà, rien que le phénomène de la dépopulation. Vous voyez les Zemmour, les Marine Le Pen, qui crient « Oh, il y aura grand remplacement ». Mais dites-moi, madame, est-ce qu'on a besoin d'un remplacement si vous décidez que chez vous, vous n'allez plus faire d'enfants? On n'a pas besoin d'un remplacement. Le remplacement se fera tout naturellement, parce que le fait que vous ne ferez plus d'enfants, demain, il n'y aura plus personne chez vous. Et donc, il faudra que quelqu'un quand même occupe des lieux. Donc, on n'a pas besoin d'être mal intentionné à vous remplacer quand vous adoptez de telles postures. Eh bien, c'est la perspective qu'a adopté l'Occident. L'Occident dit qu'ils aiment l'homosexualité, ils aiment les pratiques comme l'avortement. Ils disent que ils parlent de pratiques qui seraient volontaires. Ils ont même des études dites scientifiques où on vous dit que la grossesse fait très mal. C'est une maladie.
Hein? Donc, pour décourager les femmes d'accoucher. Donc, quand vous adoptez une telle perspective, vous encouragez la dépopulation. Vous voyez un peu? Donc, cette dépopulation, elle est basée sur quoi? Sur les théories malthusiennes. Or, que disait Thomas Malthus? Malthus disait, quand vous regardez sa théorie est essentiellement contraire aux valeurs africaines. Il disait que la population croît de manière exponentielle, tandis que les ressources croissent de manière arithmétique, n'est-ce pas? Et que le risque serait qu'il y a plus de population que de ressources disponibles sur la Terre, et donc que les populations en viennent à devenir le problème. Donc le problème serait la population. Mais que nous disent, vous avez parlé des grands-parents. Les grands-parents nous disent que les enfants, peu importe leur nom, il y a toujours assez de nourriture pour tout le monde. Donc vous comprenez que les Africains gagneraient à asseoir, et les Camerounais, à asseoir le développement de la société future du Cameroun, de la société de demain, sur les valeurs africaines. Parce que les valeurs occidentales sont profondément antinomiques, c'est-à-dire en contradiction avec nos valeurs familiale africaine. Merci pour d'avoir partagé vos connaissances avec nous. On espère que vous avez pu retenir quelque chose. Nous avons appris. Nous sommes là pour apprendre, pour partager l'expérience, comprendre le pourquoi des choses, qu'est-ce qu'il faut faire, comment améliorer telle ou telle situation. On parlait aujourd'hui de la cellule familiale et des responsabilités partagées. On espère vous retrouver très bientôt dans le cadre de notre sujet, pourquoi pas, pour essayer d'apporter un peu plus de lumière sur des sujets de société qui nous tiennent vraiment en cœur et surtout en rapport avec la famille et les enfants. Merci de nous avoir suivis. La suite de notre programme, c'est dans quelques instants. C'est un plaisir.